1200 ans avant notre ère, les civilisations de la Méditerranée sont au pic de leur pouvoir. Grecs mycéniens, Kassites de Babylone, Hittites d'Anatolie, Nouvel Empire égyptien, des titans que personne n'ose défier, dont les routes commerciales fourmillent tout le long du monde connu, reliant d'immenses cités aux palais luxurieux. C'est un âge d'or de sociétés complexes aux cultures florissantes. Un siècle plus tard, il n'en reste quasiment rien. Tous les palais mycéniens ont été détruits. Babylone tombe, les villes d'Anatolie sont désertées et l'empire de Ramsès VI s'effondre. Car c'est bien l'effondrement de l'âge de bronze qui a eu lieu à cette époque, laissant place aux siècles obscurs. Je sais, ça sonne comme un bouquin de fantasy, mais je vous jure que c'est le vrai nom. Les causes de cet effondrement sont incertaines et les théories nombreuses. Éruptions volcaniques, sécheresse, nouvelles technologies, guerres, invasion des mystérieux peuples de la mer. En tout cas, toutes ces civilisations méditerranéennes ont connu leur apocalypse, donc nous vivons actuellement dans un monde post-apo. Trop cool! Même si quand je regarde par ma fenêtre, c'est pas trop Mad Max. Le fait est que l'effondrement de l'âge de bronze était un apocalypse de classe 1, soit un effondrement civilisationnel. Et oui, il existe plusieurs classes d'apocalypse qui mènent à différents types de post-apo. En tout cas, c'est ce que propose l'auteur de science-fiction Bruce Sterling, qui a imaginé ces différents degrés d'apocalypse. Et j'ai trouvé que ça ferait un bon sujet de vidéo pour explorer à la fois le rôle de ces différentes classes de fin du monde en fiction, mais aussi leur équivalent dans la réalité, qu'ils aient déjà eu lieu ou soient hypothétiques. On va donc voir toutes ces différentes possibilités apocalyptiques et comment elles peuvent nous permettre de raconter des histoires qui se passent avant, pendant ou après des événements aussi catastrophiques. Mais l'apocalypse n'est pas le seul danger qui nous guette, il y a bien pire, comme par exemple se faire pirater ses données en utilisant un Wi-Fi public. Meilleure transition de l'histoire. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Vous ignorez ce qu'est un VPN en 2023. C'est un logiciel qui sécurise votre navigation sur les internets. Un VPN ou réseau privé virtuel, c'est une des meilleures solutions pour éviter les piratages et les sites malveillants. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et surtout de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Si vous voulez twerker toute la nuit à Mykonos, il vous permet de prendre une IP étrangère afin de réserver des voyages et des hôtels moins chers par exemple. Ou encore utiliser CyberGhost pour vous localiser en Belgique et regarder les courses de Formule 1 en français gratuitement sur la RTBF. Merci la Belgique! Ou encore de visionner du contenu géorestreint sur vos plateformes de streaming préférées. Par exemple, en prenant une IP américaine, vous pourrez débloquer le contenu de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, et obtenir jusqu'à 40% de films et de séries en plus, en juste quelques clics. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et plein d'autres. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et en faire profiter votre famille et vos amis. Là, mon PC se la coule douce sur une plage au Brésil, tandis que mon téléphone déambule au milieu de Tokyo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN est un des meilleurs du marché et vous pouvez lui faire confiance. Alors si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais, cliquez sur mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez de 83% de réduction et 4 mois gratuits. Ça vous revient à 2,03 € par mois. N'ayez crainte, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si ça ne vous convient pas. Et il y a un support en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas un instant et cliquez dans le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Alors le terme apocalypse est un peu chargé, puisqu'il nous vient de la religion chrétienne. C'est le dernier livre du Nouveau Testament qui signifie révélation. Il vient de la littérature apocalyptique, un genre d'écriture issu de la culture juive dans lequel l'auteur annonce une prophétie divine sur l'arrivée d'un monde nouveau. Donc dès ses racines, il y a une notion d'anticipation dans l'apocalypse, une volonté de prédire l'avenir du monde. D'ailleurs, pas forcément un mauvais avenir, c'est avec le temps que le terme s'est chargé de cette notion de fin du monde. Et d'ailleurs, l'annonce de la fin du monde n'est pas propre aux religions judéo-chrétiennes. On citera notamment le fameux Ragnarok des croyances nordiques ou encore le Mappo bouddhiste, ce dernier assimilant d'ailleurs le concept de fin à celui d'un nouveau commencement. Bref, le concept de fin du monde n'a rien de nouveau ou d'inédit, il est présent dans nos imaginaires depuis très longtemps. Et des fins du monde, on en a connu un paquet dans l'histoire, ou plutôt des fins d'un monde. J'ai parlé de l'effondrement de l'âge de bronze, mais la peste noire, l'invasion de l'Amérique, la révolution industrielle, les guerres mondiales, tous ces événements ont marqué la fin d'un certain ordre, de certains modes de vie, de certaines civilisations. Heureusement pour nous, ces fins du monde étaient loin d'un apocalypse planétaire, un degré bien plus élevé que celui d'effondrement régional ou civilisationnel. Et vous inquiétez pas, on va voir ensemble ces différents degrés du classement de Sterling, du plus petit au plus grand apocalypse.
L'effondrement régional ou la disruption sociétale est la classe 0 de l'apocalypse. Elle est caractérisée par des dégâts économiques majeurs qui affectent une région pendant plusieurs décennies ou bien des dégâts économiques mineurs mais à une échelle planétaire. Généralement, elle cause un certain nombre de pertes humaines, une destruction importante des bâtiments et des infrastructures, un renversement de l'ordre politique en place, mais la société finit par s'en relever même si ça prend du temps. Pour donner un exemple à la fois réel et très représenté en fiction, on peut parler de la Seconde Guerre mondiale. Les pertes et dégâts en Europe et en Asie ont été gigantesques, l'ordre social a été bousculé, mais les civilisations impliquées ont pu s'en relever et se reconstruire relativement rapidement, notamment avec un boom économique d'après-guerre. En fiction, un effondrement de classe 0, c'est un bon moyen de rabattre les cartes sans pour autant tout changer. Le monde post-apo de ce genre d'événement reste globalement le même, mais son impact marque la société pour les décennies à venir. Tout comme l'ordre mondial du 20e et du 21e siècle est la conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale, nombre d'univers de fiction se placent après une grande guerre qui a défini les fondations de ces cultures, sans pour autant complètement les déraciner. L'effondrement civilisationnel, lui, ne sera pas si tendre avec l'héritage du monde d'avant, en particulier l'héritage technologique. C'est là qu'on commence à voir un retour en arrière suite à l'apocalypse. Il y a une perte de connaissances, de savoir-faire, de culture qui mettra des siècles à être rattrapée. C'est ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'âge de bronze. Les prouesses architecturales des palais mycéniens ont été perdues et il faudra des siècles aux Grecs pour construire à nouveau des édifices aussi complexes. C'est un apocalypse qui pousse les gens à quitter leur maison en sachant qu'ils n'y retourneront jamais. Les pertes humaines sont très importante et la construction d'une nouvelle civilisation sera nécessaire mais très difficile. Par exemple, dans le jour d'après, les habitants de l'hémisphère nord doivent abandonner leur pays et fuir vers le sud. Le monde ne sera plus jamais comme il l'avait été. Un apocalypse de classe 1, c'est la base d'un nouveau monde. Certaines traces de l'ancien resteront, mais la majorité de ce qui faisait la civilisation précédente est perdue. C'est la fin d'un monde, mais la naissance d'un nouveau. De tels événements ont eu lieu durant l'existence de l'humanité, et elle s'en est relevée à chaque fois, même si ça n'a pas été facile. Mais avec un effondrement sociétal planétaire, l'humanité a très peu de chances de se relever. On entre dans l'apocalypse tel qu'il est le plus souvent représenté en fiction. Toutes les civilisations ont été réduites en cendres et ce qu'il reste de l'humanité est revenu à un mode de vie tribal, où quelques villages isolés survivent au milieu de terres désolées. C'est pas des terres qui s'excusent, c'est un environnement hostile. Dans un apocalypse de classe 2, le retour en arrière est violent. On recule avant l'ère industrielle, voire même avant l'ère de l'agriculture. Il faut survivre en pillant, l'espérance de vie recule énormément et le commerce entre tribus est limité à quelques échanges. Il n'y a plus d'économie à proprement parler. Attention, dans ces conditions, c'est l'humanité qui morfle, mais la biosphère devrait s'en remettre. Les hommes devraient disparaître, mais la nature finira par reprendre ses droits sous une forme encore reconnaissable. La classe 2, c'est le scénario optimiste après une guerre nucléaire. C'est la dernière classe dans laquelle l'humanité a une chance, même infime, de se relever. La classe 3 se divise en deux catégories, 3A pour une extinction planétaire de cause artificielle et 3B dont les causes sont naturelles. Mais peu importe la raison, c'est la fin de l'humanité. Elle survivra peut-être à l'hiver nucléaire ou volcanique qui suivront l'apocalypse pendant un temps. Mais à terme, l'environnement aura été tellement affecté par la catastrophe que les humains ne pourront plus trouver à manger et que l'heure de l'homme aura sonné. Un jour, peut-être, une autre espèce intelligente fera son apparition et découvrira dans les décombres les traces de ces étranges primates qui, des millions d'années auparavant, pensaient que le monde leur appartiendrait à jamais. La classe 3, c'est la fin de l'humanité, mais ce n'est pas la fin du classement, car si vous ne l'avez pas compris, nous ne sommes vraiment rien face à l'infini. L'extinction planétaire de masse, c'est quand la majorité des espèces vivantes disparaissent et ne laissent derrière elles qu'une minuscule fraction du vivant, vouée à repeupler lentement la Terre. Les conditions de cet apocalypse sont si extrêmes qu'elles tuent tout sauf les créatures les plus résistantes ou les plus chanceuses. Et la Terre a déjà connu un certain nombre d'extinctions de masse. Celle que vous connaissez tous, il y a 66 millions d'années, c'est l'extinction Crétacé-Paléogène qui a sonné la fin de l'ère des dinosaures non aviens, mais également d'une bonne partie des espèces animales et végétales. Et donc, l'univers post-apo de cette extinction, c'est le règne des mammifères. Car même avec une classe 4, la vie trouve toujours un chemin. Après, il y a plusieurs types de vie. La classe 5, c'est la fin de toute forme de vie multicellulaire sur une planète. En gros, tout ce qui est plus complexe qu'une bactérie. On suppose que c'est arrivé sur Terre à de nombreuses reprises, quand la vie n'était pas encore très complexe. À chaque fois qu'une forme de vie multicellulaire serait apparue, elle aurait été éradiquée lorsque la planète était soit couverte de glace, soit complètement brûlante. Et ce, jusqu'à ce qu'elle se stabilise relativement. C'est aussi une hypothèse pour Mars. Si jamais on arrive à prouver qu'il y a ou qu'il y a eu une vie bactérienne sur la planète rouge, on pourra imaginer un éventuel passé durant lequel une vie
complexe aurait pu évoluer. Vous l'aurez compris, une classe 5, c'est une réinitialisation complète de la vie sur une planète. Elle peut ne plus jamais évoluer, disparaître ou reprendre tout le processus de l'évolution à partir de zéro. Alors que dans une classe 6, il n'y a plus rien du tout. Le nom est clair à ce sujet, c'est l'éradication de toute forme de vie, même monocellulaire. La planète devient alors complètement inhabitable et n'est plus capable d'abriter la vie. Encore une fois, on peut imaginer, faute de preuves, que ça a pu arriver à Vénus. En effet, la planète la plus proche de la Terre est dans la zone théorique où la vie peut se développer. Mais son atmosphère, constituée de CO2 et d'une couche d'acide sulfurique avec une température de surface de 462 degrés Celsius, sérieux, cette planète est métal, nous permet d'affirmer sans trop de doute qu'elle ne peut pas abriter la vie. Ou plus. Puisque d'autres indices, comme sa rotation très lente et rétrograde, qui pourrait être le résultat d'une collision apocalyptique, laissent la place pour théoriser un passé plus propice. On est dans l'hypothétique le plus total ici, mais dans ce cas, on pourrait imaginer que si Vénus a abrité une vie bactérienne, ou plus complexe, tout aurait été annihilé, laissant derrière la planète infernale que l'on connaît aujourd'hui, et sur laquelle la vie ne pourra jamais revenir. Mais au moins, il reste une planète. On quitte les classes numérotées avec la classe X qui décrit la destruction de la planète elle-même. Il aura fallu 7 classes avant qu'on atteigne le niveau Dragon Ball Z de l'apocalypse. Ici, on ne se pose plus la question de savoir si l'humanité ou la vie s'en sort. Il y a carrément plus de planète sur laquelle elle pourrait survivre ou se développer à nouveau. Il n'y a pas de post-apo à ce niveau, l'apo étant la fin complète. Autant en classe 6 on pouvait encore observer la planète, en classe X il y a au mieux des cailloux qui flottent dans l'espace. Alors évidemment, un truc que j'ai pas mentionné, c'est que pour toutes les classes jusqu'ici, il y a la possibilité pour la vie ou l'humanité d'exister au-delà de la planète, notamment via la terraformation d'autres corps célestes. Après tout, on peut imaginer la conquête des étoiles comme un moyen de repousser l'apocalypse, mais il finira toujours par nous rattraper. C'est pourquoi il existe les classes X2 à X5, allant de la destruction d'un système stellaire, comme celui de notre Soleil, à celle du multivers. Il y a même une classe Z pour la destruction de l'omnivers, c'est-à-dire l'infini des multivers. Bref, vous l'aurez compris, le niveau le plus haut de l'apocalypse, c'est la fin de la réalité elle-même. Une fois qu'il n'existe littéralement plus rien nulle part à l'infini, on peut difficilement aller plus loin. Et avec tout ça, on a fait le tour du classement de Sterling, j'espère que ça vous a intéressé. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à un point qui, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, m'obsède un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte ? Déjà, l'apocalypse joue des rôles narratifs évidents. Quand l'apocalypse n'a pas eu lieu, il sert de menace que l'on oppose aux protagonistes. De la fin de la civilisation à celle de la réalité, on a une motivation plutôt compréhensible pour faire agir nos personnages. Sauver le monde est l'un des écueils les plus récurrents de la fiction, surtout à une ère où les super-héros sont partout. Quand il est en train d'avoir lieu, il sert d'antagoniste. On est dans le cas classique de l'homme face à la nature, dans lequel le personnage doit essayer de survivre face à un danger incommensurable. Et quand il a eu lieu, il sert de base au world building, à la création d'univers fictifs. Un monde d'après-guerre pour une classe 0 ou un désert post-nucléaire pour une classe 2 ou 3, l'apocalypse devient un événement fondateur pour tout un monde. Mais au-delà de ces rôles purement fonctionnels, presque techniques du récit, l'apocalypse possède un profond rôle thématique. La fin d'une civilisation ou de l'humanité, c'est déjà une idée forte, et ce depuis les racines de la notion d'apocalypse. Comme je disais en début de vidéo, la littérature apocalyptique est née d'un genre prophétique. On annonçait la venue d'un nouveau monde. Et même si le sens du mot a évolué, la notion d'annonce est toujours là. Quand on écrit l'apocalypse, c'est souvent pour prévenir. Nombre d'histoires faisant intervenir la fin du monde ont une volonté d'alerter, notamment depuis l'invention de l'arme nucléaire en construisant un imaginaire de ce qui nous attend si la folie de l'homme mène à sa perte. Mais également avec les prises de conscience liées au changement climatique. À travers la fiction, on imagine des avenirs en conséquence de ces menaces, avec optimisme en faisant des classes 0 ou avec pessimisme en allant jusqu'à des classes 6. Et la magie de la fiction, c'est qu'elle n'est pas tenue aux limites de la réalité. On peut ainsi décrire ces fins du monde bien après que le dernier homme ne soit mort. Imaginez ce que l'on laissera derrière nous, ou au contraire comment toute trace de nos accomplissements disparaîtront avec le temps. Et ce faisant, on dépasse la prévention de l'avenir et on questionne le présent. En imaginant la fin du monde, on raconte son histoire actuelle. Parce que la destruction de l'humanité par ses propres moyens, c'est la conséquence d'un cheminement, de choix, de circonstances que nous sommes en train de vivre maintenant. La guerre nucléaire que l'on imagine dans le futur, elle est un prolongement de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier. Chaque histoire post-apo est indirectement une critique du monde dans lequel l'apocalypse existe en tant que menace. Et quand on choisit de montrer ce qui a été perdu, on montre également ce qui a subsisté. La violence de l'univers de Mad Max n'est-elle pas le prolongement du monde violent qui a fini par se détruire à grand renfort de bombes nucléaires? D'un point de vue plus positif, on peut imaginer un avenir après l'apocalypse avec une humanité qui s'est relevée et a appris des erreurs de notre temps. Ainsi, on raconte ce que l'on aimerait voir arriver aujourd'hui, afin d'éviter cette fin du monde qui nous semble de plus en plus inexorable chaque
chaque jour. En règle générale, imaginer le futur, c'est souvent réfléchir sur le présent. Et on le fait souvent, paradoxalement, en s'inspirant du passé. Par exemple, l'une des grosses inspirations de la littérature post-apo, c'est ce qu'on appelait en histoire l'âge sombre, les siècles en Europe qui ont suivi la chute de l'Empire romain d'Occident. Alors attention, avant qu'un médiéviste ne vienne me mettre un coup de massue, l'âge sombre c'est une invention de la Renaissance, qui disait en gros le Moyen-Âge c'était tout pourri, nous on est trop bien. Mais cette construction a influencé nos imaginaires, c'est un fait. Et donc on a pensé ce monde sombre, froid et violent qui succédait à la fin d'un monde civilisé et éclairé. C'est ce qu'on fait souvent en histoire, on lui donne un sens a posteriori. Les vainqueurs racontent que les perdants méritaient de perdre. Les nouvelles élites accusent celles qu'ils viennent de renverser de tyrannie et de cruauté. Quand on écrit l'Apocalypse, on fait ça mais à l'envers. On imagine une fin pour donner un sens au présent et le juger. Y a-t-il plus forte critique d'un modèle politique, économique ou social que de dire qu'il va causer la fin du monde? Et y a-t-il meilleur argument que les apocalypses du passé pour prédire l'avenir? 1200 ans avant notre ère, les Mycéniens construisaient d'immenses palais et ne songeaient pas un instant à la fin de leur monde. Aujourd'hui, peut-être que nos connaissances nous permettent d'anticiper ce que eux n'ont pas vu venir. Et via la fiction, on peut imaginer les conséquences des systèmes actuellement en place. L'Apocalypse s'est retiré les lunettes roses de l'optimisme pour essayer de voir si on n'est pas en train de foncer droit dans le mur, mais aussi pour savoir qui pilote, où sont les freins et comment tourner avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, maintenant, comment je suis censé finir une vidéo sur la fin du monde? Ah oui, c'est dans le thème. Encore merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la réduction exceptionnelle de 83% et les 4 mois gratuits. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ai sélectionné une autre qui pourrait vous plaire juste ici. J'en profite pour vous rappeler qu'on approche de la fin du volume 6 de Renégat, alors si vous voulez vous mettre à la lecture ou la reprendre, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Après tout, si vous aimez mes vidéos sur la fiction, vous aimerez peut-être mes fictions. Sait-on jamais? Un énorme merci à tous les soutiens de la chaîne. Un gigantesque merci à Morgan Ovlenko, Pouillou, Arnaud, Billy Radi, M. Laetitia, Femto, Mywen Air, Makoto Oba, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel. N'hésitez pas à les rejoindre sur Patreon pour profiter des mêmes contreparties, genre l'accès au Discord privé, les vidéos en avant-première et d'autres petits cadeaux sur lesquels je travaille actuellement. A très bientôt pour plus de vidéos, Tropper, out.